Bienvenue aux actualités TVCO, édition du 4 mars. Au sommaire cette semaine, on parle bateau et pêche en compagnie de la députée Caroline Desbiens. La pêche à la Facine est reconnue comme patrimoine culturel immatériel. Les citoyens de Cap-au-Corbeau s'opposent au projet de construction d'un quai. Le projet de piste multifonctionnelle entre Saint-Joseph-de-la-Rive et Baie-Saint-Paul renaît. On parle de santé mentale positive en compagnie de Monique Boniewski. Et au sport, retour du triathlon de Charlevoix. Bonne émission. On commence nos actualités en accueillant notre députée fédérale, Caroline Desbiens, pour faire le tour des dossiers. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Caroline, vous avez vécu de quelle façon le convoi de la liberté et tout ce qui s'est passé à Ottawa ces dernières semaines? Bien, je peux vous dire que pour être dans le feu de l'action, il y avait évidemment toute une turbulence sur la colline, toute une occupation et on avait, nous, des circuits pour s'y rendre de façon sécuritaire. Ce qui m'a le plus ébahi, c'est qu'on a débattu 4 jours, quasiment jour et nuit, pour la loi sur les mesures d'urgence que nous, on jugeait inappropriée et qu'on a débattu pendant 4 jours. Le NPD s'est greffé aux libéraux, la loi a passé, puis 36 heures après, M. le Premier ministre annonçait que c'était plus pertinent. Donc, la morale ça ne nous a pas donné l'impression que ça allait bien, là. Je pense qu'il y aurait dû avoir intervention beaucoup plus rapide. Et comme c'était sur la colline et qu'il y a quand même un territoire qui appartient au Canada à l'intérieur de l'Ontario, comme par exemple la citadelle de Québec appartient à Ottawa et au gouvernement fédéral, même si c'est à l'intérieur du Québec. Donc, le gouvernement devait avoir il y avait une obligation de leadership qu'il n'a pas eu. Et ça, on a déploré ça haut et fort. Rien ne serait rendu jusque-là si le gouvernement avait donné des indications claires au premier ministre de l'Ontario, aux forces policières de la GRC et de l'Ontario. Et je pense que les choses se seraient réglées beaucoup. On n'aurait pas eu besoin d'une intervention aussi massive et de voir ce qu'on a vu. Mais bien que je salue les interventions policières qui ont été d'un doigté exceptionnel. Madame Desbiens, vous me parlez de leadership. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un peu de leadership dans le dossier de la guerre en Ukraine? Même si le Canada est un joueur mineur, il faut le dire, sur la scène militaire. Un joueur mineur, mais préoccupé par l'Arctique. Et donc, parce que vous savez, on a une frontière avec la Russie nord, au très grand nord. Mais ça reste quelque chose de préoccupant, puisqu'on a pratiquement zéro vigile de notre côté. Puis la Russie, je ne sais pas, ils ont 47 installations. Donc, dites-moi, Mme Desbiens, qu'est-ce que le Bloc québécois attend d'Ottawa dans le dossier de l'Ukraine? On attend d'Ottawa. D'abord, ils ont fait des choses. On a travaillé en collaboration. Ils ont déjà débloqué des affaires qu'on demandait, c'est-à-dire un assouplissement des critères pour faire venir les gens ici, le regroupement familial, M. Mingui, que j'ai aidé beaucoup avec sa femme et sa fille et sa belle-mère. On demande maintenant au gouvernement d'être proactif et non pas d'être, comme d'habitude, réactif. Donc, de mettre en place déjà des installations, des mesures, de mettre en place des vols d'avions pour aller chercher ces gens-là, qu'on soit prêt à les accueillir ici, avec un assouplissement, évidemment, de la paperasserie que l'on fera après. Oui. Et donc, c'est ça qu'on a demandé au gouvernement cette semaine, essentiellement. Donc, croyez-vous, ça va être prêt dans 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est une éternité quand on est en guerre. En guerre, 2 semaines. On veut que ça bouge maintenant pour être prêt. Et vous poussez là-dessus présentement? On pousse là-dessus, on a poussé là-dessus une partie de la semaine, oui. Et bon, ça fait écho. Mais on veut que ça soit. On veut s'assurer, on a posé encore des questions aujourd'hui en chambre là-dessus. On veut s'assurer qu'on soit prêt pour ces gens-là. La moindre des choses. La moindre des choses. Oui, je vous comprends bien. Revenons maintenant, si vous permettez, à certains dossiers locaux, parce qu'il y a des choses qui ont débloqué. D'abord, on a appris qu'il y avait une belle contribution du gouvernement fédéral au Musée maritime de Charlevoix. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Parce que vous nous en avez déjà parlé. Il fallait que le fédéral fasse sa part pour la rénovation des goélettes. On vous écoute là-dessus. Absolument, mais je pense que le côté qui me sert probablement dans l'exercice, c'est que je suis une fille de marin, une fille de capitaine de goélette. Je suis venue au monde à travers ça. Donc,
pour moi, c'est facile d'aller toucher plus de sensibilité peut-être auprès du ministre. On a eu le ministre Guilbeault, donc lui a commencé à avancer le dossier et c'est M. Rodriguez qui a pris le relais. Et entre les deux, sincèrement, je pense que j'ai réussi à vraiment à capter leur attention. Donc, on a réussi évidemment, je salue l'organisation du musée qui a été absolument exemplaire, Mme Rainville en tête et son équipe, mais il y a eu un travail à faire parlementaire, des fois en dehors du Parlement aussi, pour être capable de faire comprendre la réalité, l'urgence. Il y a des choses qui n'attendent pas. Un bateau qui se dégénère parce qu'il n'est pas entretenu, ça n'attend pas. Et le rôle que ces 3 bateaux-là jouent dans le patrimoine, dans l'histoire du Québec, dans l'histoire du fleuve, je pense que j'ai réussi à faire résonner ça au cœur de M. Guilbeault et ensuite au cœur de M. Rodriguez. C'est ce qui m'a confirmé cette semaine. Il m'a dit, Caroline, tu m'as touché avec ton histoire de bateau. Donc, tu vois, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu d'humain dans notre... Moi, c'était un rôle que je voulais jouer, le rôle humain dans cette espèce de mécanisme un peu hors du temps, qu'on a l'impression qu'il est inaccessible. Ben moi, je voulais y mettre plus d'humain. Je pense que tranquillement, j'y arrive. Parlons d'un autre dossier, justement, là, le fameux dossier des fascines. On a l'impression qu'au niveau, il reste 2 fascines, elles sont situées au Canada, il reste 2 fascines, elles sont situées dans votre circonscription. Il y en a une au Nouveau-Brunswick, ah, je ne sais pas si c'est opérationnel. Mais on a un peu l'impression qu'on se retrouve avec des règles de permis qui s'établissent d'un océan à l'autre, et puis que ce n'est pas possible de faire des particularités pour permettre à nos fascines d'opérer plus rapidement. Pouvez-vous nous éclairer un peu là-dessus? On est rendu où? Puis ce que je disais à la ministre Murray, moi, je suis sur le comité pêche et océan, garde côtière, et on a eu la chance d'avoir Mme Murray, donc je l'ai questionnée au comité, je l'ai questionné, je sors de la Chambre des communes, j'ai posé 2 autres questions aujourd'hui. Spécifiquement sur le dossier des fascines. Oui, spécifiquement sur le dossier de la pêche aux fascines au Caplan. Et c'est beau de voir résonner ça dans le Parlement aussi, la petite pêche qu'on aime, qui nous anime depuis toujours, et à laquelle on tient, qui fait partie de notre identité. Donc, je ne lui demande pas d'argent. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est que c'est juste une date sur d'une feuille, sur un bureau de fonctionnaire, et ça change toute la dynamique de la pêche au Caplan pour nous dans Charlevoix. Les gens du Québec s'identifient à ça également. Donc, tout ce que ça prend, c'est un changement de date. Et malheureusement, on est accroché à Terre-Neuve, qui est 2000 km au nord de nous autres. Et évidemment, le Caplan, plus au nord, monte à plus tard. Donc, on a demandé l'année passée que c'était le 1er mai. Le Caplan est arrivé beaucoup plus tôt à cause des changements climatiques. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais ce qui fait en sorte qu'on a sonné une cloche, mais au lieu de changer la date pour le 1er avril, il semble que ce serait le 1er juin, ce qui serait une totale catastrophe. On perdrait non seulement le patrimoine immatériel que ça représente, la pêche au Caplan. Et pour lequel les municipalités bougent, là, toute une économie locale et tout. Donc, il y a une vraie préoccupation. Et je l'ai vraiment fait sentir à la ministre aujourd'hui en Chambre des communes. Et on verra ce que ça donne, mais je ne la lâcherai pas, là, parce que le 1er avril, c'est demain. C'est demain, oui. C'est pas un poisson d'avril, je le dis à M. le Président, c'est pas un poisson d'avril que je vous dis là. Parlant de poisson d'avril, là, vous me permettez de faire le lien avec Jean Charest, qui se présente, c'est un bon lien, ça. Qui se présenterait à la chefferie du Parti conservateur. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Parce qu'il me semble qu'avec Charest au Québec, ça serait peut-être un peu plus dur qu'avec O'Toole ou avec un autre qui nous arriverait directement de l'Ouest canadien. Moi, je peux vous dire que j'ai même échangé avec mon chef là-dessus et puis on ne demande pas mieux que de rappeler à l'ensemble de la collectivité ce qui traîne aux pieds de M. Charest et je pense que les Québécois ont une bonne mémoire. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois des Québécois, on sent dans la population que non, ça passe pas du tout. Donc, il y a vraiment, on serait fort aise de le voir parmi nous pour être capable de lui rappeler sa vie d'avant. Toutefois, on peut prendre pour acquis, même si c'est un gouvernement minoritaire, qu'il n'y a personne qui est pressé de s'en aller en élection, là, quand même. Dans le contexte, je vous dirais qu'avec l'inflation, avec la pandémie qui est devenue endémique, avec la guerre en Ukraine, écoutez, les préoccupations sont ailleurs que dans une campagne électorale, j'ose espérer. Bien, souhaitons-le aussi. Madame Desbiens, merci d'avoir fait le tour des dossiers avec nous. Plaisir. À la prochaine. Plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. C'était Caroline Desbiens, la députée fédérale de notre circonscription.
Des municipalités de la région veulent que la pêche à la fascine soit reconnue comme un patrimoine immatériel. De quoi s'agit-il exactement? Bien, on a posé la question à Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix. La famille Mailloux de l'île aux Coudres et la famille Gauthier à Saint-Irénée perpétuent la tradition de la pêche à la fascine malgré les changements climatiques et les contraintes ministérielles. Les deux municipalités, avec l'appui des MRC, souhaitent attribuer un statut légal à la pratique de la pêche à la fascine. On souhaite que ça ait plusieurs effets. Déjà, c'est une façon de traduire l'importance sociale, historique et patrimoniale de cette pratique-là. Donc déjà, ça, c'est un grand geste parce que c'est en fait la communauté. C'est pas une reconnaissance qui vient d'en haut, c'est vraiment une reconnaissance qui vient du milieu. Donc c'est le milieu qui dit cette pratique-là, ça nous distingue. Donc, ça parle de nous, ça dit qui on est, ce qu'on faisait autrefois, puis ce qu'on est encore en mesure de faire, puis on ne veut pas le perdre. Donc, d'attacher un statut légal à cette pratique-là, ça nous permet, du moins, de contribuer à sa préservation. L'objectif étant de maintenir ce savoir-faire-là. Le 10 mars et le 4 avril prochain, le comité local du patrimoine des deux municipalités présentera aux citoyens le projet de règlement. Comme c'est une séance publique, même si les démarches origines des municipalités de Saint-Irénée et de l'île aux Coudres, si d'autres citoyens veulent y assister, c'est possible. Toutefois, il faut mentionner qu'avec les mesures sanitaires actuelles, les salles sont limitées à 50 % de leur capacité. Donc, prioritairement, les citoyens de Saint-Irénée et de l'île aux Coudres vont être admis durant la présentation. Donc, l'idée, c'est de présenter ce projet de règlement, puis de recueillir aussi commentaires, questions, appréciations ou même ajouts d'informations au projet. Donc, prendre le pouls de la population pour s'assurer effectivement qu'on porte un message là, qui va dans le sens de leur volonté aussi. Le début de la pêche à la fascine ne sera pas devancé suite à l'identification de cette pratique, selon Annie Vaillancourt. Actuellement, ce qu'on comprend, c'est que la détermination de cette date-là tient compte notamment de consultations qui sont tenues à des endroits dont la réalité est complètement différente de la nôtre. Je parle de Labrador notamment. Donc, pour des pêches en haute mer, puis pour des pêches à gué, parce que la pêche à fascine, c'est une pêche qui se fait à gué, donc en bordure de la rive, on comprend qu'on a des réalités totalement différentes. Donc peut-être que oui, mai ou juin, c'est une bonne date pour les pêches en haute mer à un endroit dont les caractéristiques sont totalement différentes des nôtres, mais ici, dans Charlevoix, ça peut être vraiment une catastrophe. Les MRC de Charlevoix font de l'accompagnement et participent à la démarche du projet. Mais nous, c'est vraiment, étant donné qu'on a des départements de la culture et du patrimoine, on accompagne la démarche, donc on documente, on a réservé les services d'une ethnologue pour pouvoir documenter aussi la pratique. Donc, on est là pour soutenir, mais aussi accompagner financièrement le processus d'identification. L'objectif demeure de soutenir et de valoriser ce patrimoine vivant. Je dirais aussi que les deux MRC, quand même, depuis quelques années, travaillent de plus en plus sur la mise en valeur du patrimoine immatériel. Donc, on a des projets aussi qui touchent d'autres types de patrimoine, mais celui-là nous paraissait important compte tenu quand même de sa fragilité et du fait que c'est vraiment une pêche qui ne se pratique presque plus et qu'on a la chance, nous, d'avoir encore ici. Les quais qui sont construits à l'île aux Coudres et à Saint-Joseph-de-la-Rive devront être reconstruits pour au moins l'année 2026, donc dans quelques années. Et la Société des traversiers du Québec a commandé une importante étude d'opportunité, à savoir à quel endroit on doit placer les quais. Et il y a une nouvelle alternative qui est maintenant sur la table, c'est-à-dire qu'un quai pourrait être aménagé dans le secteur de Cap-aux-Corbeaux à Baie-Saint-Paul. Et cette proposition soulève quand même beaucoup d'inquiétudes. Et je fais le point là-dessus avec le conseiller du district numéro 1 à Baie-Saint-Paul, Xavier Bessonne. Monsieur Bessonne, bonjour. Bonjour, merci. Monsieur Bessonne, cette semaine, la Ville de Baie-Saint-Paul a pris une position sur ce projet de quai Absolument. Qui serait situé dans le secteur de Cap-aux-Corbeaux.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la position de la Ville, là? Bien, la position de la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est qu'on exprime de sérieuses réserves puis des préoccupations majeures sur différents aspects que touche le projet, particulièrement sur le point de vue environnemental, aussi au niveau de la qualité de vie de nos citoyens, de l'accessibilité sociale que pourrait rencontrer un tel projet. On évoque aussi des préoccupations de nature financière. Bref. Maintenant, la Société des traversiers devait vous rencontrer, les administrations municipales, pour vous parler de ces projets. Est-ce que ces rencontres-là ont eu lieu? Est-ce que ça vous a permis d'en savoir plus long sur leur projet? La Société des traversiers, le promoteur a rencontré les municipalités pour parler un peu du projet, mais ils sont encore vraiment au stade des études. Fait qu'il n'y a pas de projet final qu'ils nous ont présenté, qu'ils nous ont demandé sur la table. Mais est-ce qu'il y a des réponses à vos questions? Oui. Mais par contre, ce qu'ils nous ont demandé, c'est justement ce qui a amené le positionnement public de la MRC puis des 3 municipalités dans la dernière semaine concernées par le projet. Ça a été de mentionner c'était quoi les préoccupations ou les positions si on en avait sur le dossier. Puis c'est ce qu'on a fait à la Ville de Baie-Saint-Paul. Nous, on a analysé les différents scénarios. Oui. Parce qu'il faut dire que tout est sur la table. Il y a peut-être un quai à Saint-Joseph-de-la-Rive qu'on va rénover. Absolument. Mais il y a peut-être aussi dans le secteur, plus précisément, on dit, c'est le Cap au... C'est le secteur du Cap au Diable. Cap au Diable. Pour placer les gens, là, si vous voulez vous placer géographiquement... On le voit ici, là, très bien, le secteur. Ici, d'ailleurs, puis ces secteurs-là se trouvent directement en dessous du domaine Charlevoix. Donc, on va trouver après ça un peu plus dans le coin du secteur Baie-Saint-Paul. On va se retrouver vers le Cap au Corbeau-Sud, puis après ça vers le secteur Cap-au-Ray. Et quelles sont les préoccupations qui ont été émises par la Ville de Baie-Saint-Paul? Bien, premièrement, les préoccupations de la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est, premièrement, il faut que l'étude continue à aller de l'avant. Ça, c'est la première chose, là, pour toutes les raisons que je vais vous énumérer par la suite. C'est qu'on a des sérieux questionnements, parce que même si, en tant que Ville de Baie-Saint-Paul, on peut voir... On peut voir les opportunités ou l'avantage qu'un quai plus à l'ouest pourrait avoir pour les low-coudes, par exemple, ou pour d'autres choses. On a beaucoup de difficultés à voir comment... parce qu'une fois que le quai est à l'ouest, les gens, on ne peut pas les sortir en hélicoptère. C'est une fois donc, que le quai est à l'ouest, ça prend une route. Bien sûr. Et pour nous, le projet est indissociable. Il doit être étudié quai-route. Si on a juste un projet qui étudie un quai, bien, on a une étude incomplète. Parce que la seule option, si on met un quai à cet endroit-là, c'est de construire une route qui longe le fleuve jusqu'à Baie-Saint-Paul. Bien, il y a plusieurs... Bien, c'est l'option, je pense, que l'idée qui circule depuis un certain temps dans les médias puis que les gens ont soulevé, c'est l'option qui est priorisée. Mais il pourrait avoir une route qui descendrait à même le Cap au Corbeau-Sud. Il pourrait avoir une route qui descend à même le Cap au Diable, pas loin du domaine Charlevoix. Mais pour nous, la Ville de Baie-Saint-Paul, quand on regarde les différents scénarios de tronçons routiers, tous ces scénarios-là soulèvent auprès de nos citoyens, auprès de nous... Dans votre district? Dans notre district. Je peux vous dire que dans le district 1 de ce temps-là, il y a un sujet qui fait l'actualité, puis c'est le déplacement du... Maintenant, je pense que la Ville requiert d'autres choses. On demande d'abord que les citoyens soient consultés. Absolument. Est-ce que la Société des traversiers vous a mentionné que ça serait fait? Bien, nous, on a transmis notre position lundi là, à la Société des traversiers du Québec. On attend une réponse prochainement. Mais nous, ce qu'on a transmis, parce que quand on a vu que le projet, il faut bien comprendre, ça a pris comme un baril de poudre, là, notamment dans le district 1, le sujet. Dès que les gens sont mis à en entendre parler, ils se sont sentis concernés, interpellés, et avec raison par rapport au sujet, au projet. Fait que nous, on a dit, on veut une consultation publique, et cette consultation publique doit servir, en fait, de preuve d'accessibilité sociale. D'accessibilité sociale au projet. Puis elle doit être tenue avant le dévoilement de l'étude d'opportunité. En fait, on veut que l'étude d'opportunité, sa consultation publique. Tienne compte de la consultation. La consultation publique. Après ça, ce qu'on a dit, c'est nonobstant le fait qu'on vous demande de tenir cette consultation publique, nous, on va en tenir une. Nous, on va consulter nos citoyens. Nous, on va leur demander l'opinion sur le sujet. OK. Fait que nous, là, on veut entendre les citoyens, on veut leur donner la parole, on veut écouter ce qu'ils ont à dire, puis on demande que le promoteur fasse la même chose. Et vous demandez également que le projet soit déposé au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Oui, absolument. Pour nous, en fait, vous l'avez vu, les principales beaucoup de préoccupations reliées à ce projet-là sont de nature environnementale. Oui. Donc, pour nous, ça serait un non-sens que le projet ne soit pas admissible, soit pas soumis à un BAP. Maintenant, vous avez mentionné, vous auriez aimé que la Ville, personnellement, vous auriez aimé que la Ville aille encore plus loin parce que vous vous opposez à vos projets. Oui, absolument. Bien, je souscris entièrement à la position de la municipalité parce que je trouve que toutes les préoccupations qui sont soulevées par la municipalité
sont exacts, ils sont fondés. Mais vous savez, on est en démocratie, on a des opinions différentes autour de la table. Puis nous, on est arrivé on s'est dit, OK, consensuellement, on est capable d'arriver là. Moi, par contre, j'ai exprimé que, en vertu de tout ce qu'on connaît déjà sur le projet, j'ai pas l'impression que l'étude de faisabilité de la STQ va arriver avec une position différente de la mienne. J'ai l'impression qu'effectivement, ils vont nous dire que c'est infaisable. Puis je pense qu'on pouvait, en tant que municipalité, se positionner. Comme d'autres acteurs le font, les locaux se sont positionnés déjà. Vous, de votre côté, vous avez un comité de citoyens. Les résidents du secteur se sont positionnés, sont en train de se mobiliser contre le projet également. Absolument. Puis je me fais aussi un peu le porte-parole des gens de mon secteur aussi à ce niveau-là. Le comité citoyen, il y a les citoyens, quand ils ont entendu parler, se sont positionnés par rapport au projet et se mobilisent. Et se mobilisent, là, c'est une on va en entendre parler dans les prochaines semaines. Absolument. On va en entendre parler. C'est des gens qui s'organisent, c'est des gens qui sont déjà en discussion avec différents experts indépendants. Ils vont vraiment... Ça bouge. Ça bouge. Et puis, ils ne veulent pas garder, des échanges que j'ai eus avec eux autres, ils ne veulent pas non plus garder la mobilisation interne au Cap au Corbeau. C'est pas juste une question de pas dans ma cour. C'est pas une question de pas dans ma cour que ces citoyens-là. Puis ça, ils l'ont mentionné à plusieurs reprises dans les interventions qu'ils nous ont menées. C'est en fait pour les mêmes raisons qu'on a un agenda 21 à la ville de Baie-Saint-Paul, qu'on a un plan d'action sur les paysages. Pour eux, en fait, c'est clair. Il faut rester cohérent avec le plan. C'est ça. Est-ce que l'on sait à quel moment la STQ va la déposer? On a dit au printemps 2022. On approche. Est-ce que vous avez une date? Est-ce qu'on sait à quel moment on va avoir des résultats? Aux dernières nouvelles, effectivement, les premières dates qui avaient été annoncées, c'était pour ce printemps, mais le résultat a été reporté, là, je pense, plus à la fin de l'automne 2022. Là. Si je me souviens bien, je n'ai pas les dates exactes en tête, mais ça ne sera pas ce printemps. Mais ça a été reporté. Ça a été reporté. Alors, c'est un dossier à suivre. Xavier Bessonne, merci d'être venu nous voir. Bien, ça fait plaisir. Alors, c'était Xavier Bessonne, le conseiller du district 1, qui nous expliquait tout le dossier du projet de construction d'un quai pour la traverse de l'île aux Coudes dans le secteur de Cap au Corbeau. Le projet de piste multifonctionnelle entre Saint-Joseph-de-la-Rive et Baie-Saint-Paul renaît. Il y a des citoyens qui sont intéressés à relancer ce projet dont on parle depuis longtemps et Élisabeth Paillard nous a préparé un reportage. Comment on va pouvoir ramener plus de visiteurs, mais aussi comment faire en sorte que les gens de Charlevoix vont venir nous voir de plus en plus. Un comité de relance a pris en main le dossier de la création du Sentier de la Rive de Charlevoix pour mener à terme le projet écotouristique démarré en 2009 par Jean-Pierre Doyon notamment. Vraiment, nous, on a eu accès au travail que ces gens-là avaient fait et on a décidé de relancer le projet. D'abord avec un objectif très clair de vouloir redonner là, le fleuve, les berges du fleuve, le littoral aux Charlevoisiens, aux Charlevoisiennes pour qu'ils puissent quelque part se réapproprier. Le comité vise à promouvoir plusieurs activités récréotouristiques, d'abord pour combler la demande chez les citoyens, mais également pour attirer une clientèle grand public. C'est aussi, quand on disait, bon, on réfléchissait pour dire comment on va attirer des gens, du tourisme quelque part dans le coin. Bon, bien, il demeure que la piste cyclable, qui pourra être du ski de fond l'hiver, qui pourra être du fat bike, qui pourront être de la marche aussi, fait en sorte que c'est un produit d'appel qui est très fort au niveau touristique, là, et qui va vraiment dynamiser, en tout cas, on pense, le village ici, qui va emmener de la population, qui va consolider les auberges, qui va emmener de la restauration dans Saint-Joseph-de-la-Rive. Fait que c'est vraiment, et pour moi qui est investi au niveau de la papeterie Saint-Gilles, puis qu'on veut avoir du nouveau monde qui vont venir nous voir, c'est une façon vraiment, quelque part aussi, de redonner, puis de faire en sorte de dynamiser ce qui se passe ici dans le village. Des appuis importants laissent croire que d'ici 2025, il sera possible de circuler, été comme hiver, sur la piste multifonctionnelle. La première étape qu'on a fait avant dans la relance du projet, c'est de s'asseoir avec les gens du chemin de fer Charlevoix. Parce que sans eux comme partenaires, là, oublions le projet, là, ça ne serait pas possible. Et de ce côté-là, on a quand même eu un accueil très favorable du chemin de fer Charlevoix qui nous dit aujourd'hui qu'en 2022, ils sont prêts à s'associer, ils sont prêts à faire partie de ce projet-là.
D'autre part, c'est les gens de la MRC, les gens de l'Association touristique de Charlevoix, de la SADC, sont tous des gens qui ont été, à qui on a interpellé puis qui démontrent là, une grande ouverture, une grande volonté de s'impliquer avec nous dans ce projet-là. Les coûts, estimés entre 8 et 10 millions de dollars en 2010, s'approcheront des 15 millions de dollars en 2022, selon Claude Bellé. À quoi ressemblera le parcours qui longera en partie le chemin de fer? Ce projet-là, c'est 13 km. Hein? À partir de Baie-Saint-Paul, à venir ici, c'est un 13 km qui est déjà tous les tracés, toutes les expertises en ingénierie ont été faites en 2009-2010. Fait que tu as tout un secteur. Ici, quand on part, on a à peu près 1,5 km qui sera sur pilotis parce qu'on est trop près de la falaise de côté. Ça va être une façon vraiment de pouvoir accéder puis de côtoyer quelque part de façon sécuritaire le chemin de fer de Charlevoix. Après, on traverse à ce moment-là autour d'après 1 kilomètre ici, de l'autre côté, et là, on va sur des boisés, tout ça. Fait que tous les tracés ont été faits. C'est 38 segments qui ont été faits, qui ont été découpés, puis qui seraient prêts quelque part là, comme tel. Ça va nécessiter une mise à niveau quelque part au niveau technique, parce que c'était fait en 2009-2010. Mais on pense que le gros du travail, il est fait. C'est pour ça qu'on est optimiste, puis qu'on souhaite qu'en 2025, qu'on puisse couper le ruban, puis pouvoir là, donner accès à la population à ce magnifique sentier-là. Plusieurs étapes restent à franchir avant le début des travaux afin de finaliser le financement et la pérennité du projet. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Monique Boniewski, présidente du Mouvement de santé mentale au Québec, nous présente le programme de la première semaine de santé mentale positive. Madame Monique Boniewski, bonjour. Bonjour. Dites-moi, donc, c'est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars prochain. Quel est le but de cette campagne? Bien, en fait, le but premier, c'est encore une fois de sensibiliser la population en général au fait que la santé mentale, c'est un bien précieux auquel il faut faire attention, dont on peut prendre soin. Il y a des choses qu'on peut faire pour prendre soin de notre santé mentale. Fait avant tout, c'est de promouvoir tout cet aspect-là de la santé mentale qui est souvent oublié parce que on constate que quand on parle de santé mentale, ce que les gens entendent la plupart du temps, c'est difficultés, troubles, détresse. C'est rare, si vous parlez avec des personnes autour de vous, c'est très rare que les gens quand on va parler de santé mentale, ils vont entendre tout le côté positif, un peu comme la santé physique. Hein. À peu près, peut-être une personne ou 2 sur 10 va me parler d'équilibre, de bien-être, de capacité de faire face aux événements. Puis c'est de ça qu'on parle quand on parle de santé mentale positive. Fait qu'on parle de vraiment de cette capacité-là qu'on a d'avoir du pouvoir sur notre bien-être, de tout ce qu'on est capable de faire pour être, j'allais dire, en forme. Moi, la santé mentale positive, je trouve que ça ressemble beaucoup au terme, quand on parle de santé physique, d'être en forme. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être en forme? Oui, c'est ça, d'être en forme, mais mentalement et au niveau émotionnel également, j'imagine. Exactement. Alors, la santé mentale positive, c'est cette partie-là. Il ne faudrait pas non plus se méprendre puis penser qu'on parle de pensée positive. Hein? Vous savez, parfois, on va dire « Ah ouais, si je pense que ça va se produire, ça va se produire. » Puis ça se rapproche plus des fois de la pensée magique. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de toutes les actions qu'on pourrait faire pour être bien mentalement et psychiquement. Absolument. Peut-être nous parler... Exactement. Peut-être nous parler de ces actions-là. Si on se rend sur le site, êtrebiendansaTête.ca, on voit qu'il y a une panoplie d'astuces, de trucs pour un peu guider les gens, si je comprends bien. Peut-être nous en parler. Oui. Quels sont-ils, finalement? Bien, en fait, nous, on parle souvent de 7 astuces. On a créé 7 astuces. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui a été ressorti, des données probantes, de la psychologie positive, de la santé mentale positive, on a ciblé 7 astuces
Puis, cette astuce-là, on les a ciblées dans le but d'offrir des trucs faciles, mais aussi pour que les gens se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils font déjà. Tu sais, par exemple, on sait que être bien entouré, ça sert de filet de sécurité quand les choses vont mal. Mm-hmm. Avoir des bons amis, avoir des bons voisins, avoir des gens sur qui on peut compter autour de nous, ça va faire une différence. On sait qu'avoir développé une bonne estime de soi, puis continuer à travailler à la développer, hein, tout ça, c'est jamais parfait, non, ça aide à avoir une bonne santé mentale. Cette année, on a mis l'accent, la campagne de cette année met l'accent sur l'astuce qu'on appelle choisir. Oui, pourquoi? Pourquoi pourquoi dire choisir? Bon, est-ce que c'est vraiment que les gens doivent choisir finalement, prendre position par rapport à leur santé mentale? Bien, ce que vous dites là, je trouve ça fantastique. J'aurais voulu dire quelque chose d'aussi intéressant que ça. C'était pas ça que j'avais en tête. Mais oui, choisir, c'est prendre position pour dire je prends soin de ma santé mentale. Oui. C'est aussi que quand on choisit, on développe son pouvoir d'agir. Oui. On est plus impuissant devant les situations. On sait que choisir semble être associé avec le bien-être chez les gens qui vivent en CHSLD, par exemple. Oui. On voit que choisir, et surtout choisir en fonction de ses valeurs, ça permet d'être en cohérence avec soi-même. Et dites-moi, le 13 mars prochain, donc c'est la journée de promotion de la santé mentale positive. Est-ce qu'il y a des choses qui seront prévues cette journée-là? C'est accompagné de notre porte-parole, David Goudreau, accompagné des invités, du ministre Lionel Carman, du député David Birnbaum, Florence K., et certains élus municipaux qui ont soutenu à proclamer la journée du 13 mars. Et vous pourrez avoir accès à ça sur Vimeo. OK. Donc, il sera possible de suivre à distance. Oui, c'est ouvert à tous. Puis, je voudrais vous souligner qu'on a choisi le 13 mars parce que ça a été la journée où la pandémie a frappé, puis que tout s'est fermé. En 2020, oui, exactement. 2020. Et le lien avec ça, c'est que la pandémie nous a confrontés à deux facteurs importants. Un, c'est important de se soucier de sa santé mentale. Oui. Plusieurs personnes l'ont senti fragilisée. Et aussi, ça nous a mis face à la prévention. Je ne sais pas si au départ, ce qu'on a dû faire, c'est d'aller chercher des gestes préventifs. Oui. Et peu importe qu'on soit à l'aise ou pas avec ces gestes-là, on s'entend qu'on a réalisé que c'était important de trouver des moyens pour prévenir, parce qu'on n'avait pas de moyens pour guérir cette situation-là. Mm-hmm. Et on a remis l'accent sur la prévention. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que nous, on est en promotion et en prévention. Oui. Deux facteurs. La promotion-prévention est redevenue au goût du jour. Oui. Puis la santé mentale, à cause de la détresse que les gens ont vécue, à cause des difficultés que les gens ont dû faire face, est revenue aussi en premier plan. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on a choisi la date du 13 mars. Madame Monique Boniewski, merci beaucoup pour ce temps. Et on invite les gens donc à vous suivre sur les réseaux sociaux pour cette journée nationale de la santé mentale positive le 13 mars prochain. Merci. Merci à vous. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, tout d'abord, on annonce le retour du triathlon de Charlevoix. Oui, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça revient sur 2 jours, du 15 au 17 juillet, il faut le mentionner. Et cette année, en fait, le point positif, c'est que l'organisation a décidé de sortir de la période de vacances de la construction pour tenir son événement. Donc ça l'aide. Et pourquoi on a fait ça? Pour l'hébergement? Bien, pour l'hébergement, pour faciliter, parce que 95 % de la clientèle vient de l'extérieur. Donc, rajouter avec ça les vacances qui empiètent, bien là, ça aurait été un petit peu une montagne russe.
russe. Donc, l'avantage, c'est qu'on a sorti là-dedans. Puis je pense, en effet, que ça va grandement t'aider pour l'hébergement. Donc, du 15 au 17 juillet de cette année. Oui, alors c'est sur 2 jours. Puis là, bien, pour ceux qui veulent voir la programmation, il y a le triathlon-charlevoix.org, qui est le site Internet. Donc, vraiment, là, on a des belles étapes. Traversée du lac qui se fait sur 2,5 km. Le triathlon des enfants aussi qui embarque en ligne de compte. Et il y a des nouveautés à prévoir qui n'ont pas encore été dévoilées, mais leur site Internet est complet pour ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les athlètes de la région peuvent s'inscrire et profiter d'un tarif spécial. Quand on est de la région? Oui, valide jusqu'au 1er avril. Donc, pour les gens de la région, c'est un incitatif à y aller. Et je vous le dis, là, ça vaut la peine, je pense, parce que pour la remise en forme, selon moi, vous avez visé juste. Là. Oui, ça prend des athlètes quand même, faire un triathlon. Ah, c'est pas rien, là. Ça prend, je veux dire, pour vous ça prend de l'entraînement. Oui, pour vous éviter des micro-déchirures, et je peux vous en parler là-dessus, j'ai de l'expérience. Donc, entraînez-vous, faites des exercices parce que c'est important. On change de sujet. Même si la saison est loin d'être commencée, la Ligue nationale de football annonce qu'elle met fin à ces mesures destinées à se protéger de la COVID. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle parce que, comme vous savez, la pandémie va mieux. Hein? Tranquillement, on s'en va dans le point positif. Dans le déconfinement. Et là, donc, pour la prochaine saison, la NFL suspend tous les protocoles COVID, ce qui veut dire dépistage, les masques et tout ce qu'on avait finalement dans le protocole. Ça va être disparu avec une entente avec les joueurs, donc ça va disparaître. Et par contre, c'est pas impossible que la Ligue reprenne le protocole si jamais la COVID reprend de l'ampleur. On l'a vu là, dans les différentes vagues que c'est arrivé, donc ça c'est en ligne de compte. Mais pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, c'est retiré. La seule chose que la Ligue demande aux joueurs, par contre, c'est dans leur état respectif, en dehors du jeu, on demande de respecter les règles qui est soumis par leur état. Je vais le dire ça comme ça. OK. Est-ce que c'est la même chose en ce qui a trait au protocole pour les joueurs de hockey? Est-ce qu'il y a encore un protocole COVID qui est en place? Bien, présentement, là, on en voit moins. Derrière le banc, là, pour ceux qui écoutent les matchs, là, les entraîneurs n'ont plus de masque, donc là, ça va bien. Les dépistage, on n'entend plus parler, donc là, vraiment, on commence vraiment à se départir un peu de ces protocoles-là. Mais comme c'est dit, c'est pas impossible si ça revient qu'on les rembarque, mais pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, pratiquement dans tous les sports, ça commence à diminuer de fur et à mesure. Donc, le COVID prend de moins en moins de place, puis en parallèle, il y a de plus en plus de victoires aussi pour le Canadien. Oui, bien écoute, ça fait du bien. Là. Dans les 6 derniers matchs, on a 5 victoires. Ça veut dire qu'on joue pour 500 et plus. Ça, là, pour une première fois de la saison, on commence à avoir un peu la palme d'or. On joue pour 500 et plus après 40 matchs? Oui, après 40 matchs. Ça, j'aime autant pas y penser parce que c'est le côté le plus négatif. Bon, présentement, ça va mieux. Mais écoute, l'important, ce que j'aime, moi, c'est de la façon qu'on répond. Et je m'explique. Dans les derniers matchs contre Winnipeg et Calgary, souvenez-vous, à Winnipeg, on perdait 4-0, on a fait 4-4, on a perdu, ça arrive. Contre les Flames de Calgary, on perdait 3-0, on a monté 3-3, victoire en prolongation. Et ça, honnêtement, on a Martin Saint-Louis. Si ça avait été Dominique Ducharme, je pense que les matchs seraient terminés là, après 4 buts. Là. Il impressionne, Martin Saint-Louis, dans son nouveau poste. Il impressionne. Et écoute, les joueurs veulent jouer pour ce gars-là. On n'a plus de zone grise comme on avait avant. On va au filet, on sait à quoi s'attendre, on connaît le système et c'est positif. Par contre, le point majeur, selon moi, à corriger, l'avantage numérique. Pourquoi j'en parle? Parce que contre Calgary, on a eu 2 fois des 5 contre 3. Ça, honnêtement, c'est pour une équipe... Sans marquer de but? En fait, on a marqué un but. On a marqué des buts. Par contre, là, ce que je vais en venir, c'est que, vous remarquez bien, le système, on utilise 5 attaquants, même à la défensive. Ça, c'est un point positif parce que, bon, c'est de l'attaque, donc la rondelle, normalement, bouge plus. On tente de faire des tirs, c'est correct, mais ça veut aussi dire que défensivement, on n'a pas de leader pour la relancer. Jeff Petrie n'est pas là. Ben Chariot joue sur une deuxième bague quand ça lui tente, quand ça donne. Le restant, Chris Wideman et Romanov, on n'en parle même pas. Donc, moi, c'est le seul point qui m'inquiète. Oui, on a des attaquants. C'est un bon signe, mais ça veut dire qu'on n'a pas de leader défensivement. Depuis que Weber est parti, on n'a plus personne pour relancer le tout. Donc, on a un côté avantageux, mais négatif parce qu'on n'a pas de leader défensivement. Moi, ça m'inquiète. On va suivre vos inquiétudes et on s'en reparle la semaine prochaine. Avec grand plaisir, Martin. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.